La semaine dernière, on a presque fini la preuve, même si ce n'était pas évident, la preuve du théorème de Roth. Je vais d'abord vous rappeler de ce qu'on a démontré. Il y avait une proposition, si A, B et C sont sous-ensembles d'un groupe abélien fini, de densité alpha, bêta et gamma, on sait que si cette expression ici, x plus z égale 2, et l'ordre de g est impair, de a de x, b de y, c de z, et juste pour a de x veut dire la fonction caractéristique de a de x. Si cela est au plus alpha, bêta, gamma sur 2, cette expression ici, ça compte le nombre de progressions arithmétiques, mais c'est une espérance, ce n'est pas une somme. Alors, il existe un caractère non trivial tel que B chapeau de qui est au moins alpha racine carrée, bêta gamma racine carrée sur 2. Et l'autre chose qu'on a prouvé est que si G égale Zn est toujours n impair, peut-être ce n'est pas nécessaire pour... et si f... Je n'ai pas besoin de ça pour cette proposition. F est un... Je vais écrire Zn. Une fonction de valeur complexe. Ou peut-être j'ai... Oui. Et f chapeau de R est au moins θ. Et une fois de plus, R n'est pas 0. Il existe une progression P telle que la taille de P est au moins n θ sur, je pense que c'était 32 pi, ce n'est pas très important le constant, mais la constante, telle que la somme sur x dans P de f de x est au moins θ sur 4 fois la taille de P. Bien, en utilisant les deux faits-là, on va terminer la preuve du théorème de Roth. Mais d'abord, je veux expliquer un peu la stratégie de la preuve. L'idée est qu'on commence avec un sous-ensemble de jusqu'à n de taille au moins
delta n. Et on veut démontrer que A0 contient une progression arithmétique de taille 3. Et l'idée est que si on peut trouver un sous-ensemble A1 et une progression P, pas trop petite, telle que la densité de A1, A1 c'est un sous-ensemble de A0, telle que la densité de A1 dans P, non, je n'ai pas besoin de dire qu'on a un sous-ensemble. Si la densité de A0 dans P est plus grand que delta plus un petit peu, on peut peut-être je peux dire N0 là, on peut faire une petite itération. On peut dire que N1 égale la taille de P. A1 est un sous-ensemble de 1 jusqu'à N qui correspond à l'intersection de A0 dans P. Je ne vais pas vous donner les détails, mais si P est la progression 2, 4, 6 jusqu'à 2M et A0, l'intersection de A0 avec P contient 4 et 8 par exemple, A1 va être un sous-ensemble de 1 jusqu'à M qui contient 2 et 4, etc. On prend la progression P et on le met jusqu'au début d'une façon évidente. Donc maintenant on a la même situation qu'avant, mais la densité de A1 n'est plus delta, mais la borne inférieure n'est plus delta, mais c'est delta plus C de delta. Et si C de delta, j'imagine que C de delta est plus grand que 0, on peut itérer. Alors, pour chaque itération, on a deux possibilités. Soit on trouve une progression arithmétique de taille 3, soit on trouve un nouveau ensemble et un nouveau n tel que la densité est un peu plus grande. Et si on a une progression arithmétique dans A1, A1 correspond à un sous-ensemble de A0, et donc il y aura une progression arithmétique dans A0. Donc ça, c'est l'idée. Ça nous dit que il n'est pas nécessaire de trouver une progression tout de suite dans A0. Il suffit de trouver un sous-ensemble qui est plus dense dans une progression arithmétique que A0 au début. Bien. Avec ça en tête, on peut commencer la preuve. Donc, et je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais si j'écris n dans les parenthèses carrées comme ça veut dire 1 jusqu'à n. C'est assez utile. C'est une notation assez standard aussi. Donc on commence avec A0, un sous-ensemble de N0. Le premier problème est que N0 est peut-être pair, et on a besoin des ensembles impairs. Donc on va écrire N0 égale
si n0 est pair, on peut écrire n0 égale n0' plus n0 double prime tel que n0' et n0 double prime sont impairs et n0', n0 double prime sont à peu près n0 sur 2. Sauf si n0 est très très petit, on a cette approximation-là. Donc ça c'est facile. N0, soit n0 sur 2 est pair, et il faut prendre n0 sur 2 moins 1, n0 sur 2 plus 1, soit n0 sur 2 est impair. Et on sait que A0 la densité de A0 dans les premiers n0 entiers va être au moins delta ou la densité jusqu'à n0 est au moins delta n1. Ah non, delta n0 prime prime. La taille de cet ensemble-là, ça veut dire... je n'ai pas besoin de... Voilà. La taille de cet ensemble-là, cet intervalle-là, est n0 prime prime. Donc, on peut passer à un sous-ensemble de n0 tel que la taille du sous-ensemble est impaire et la densité de A dans le sous-ensemble est toujours au moins delta. Donc c'est un petit problème avec une solution facile. Maintenant, je vais renommer... Sur l'avant-dernière ligne, c'est delta prime 0. L'avant-dernière. Ici. Ah oui, merci. Oui, tout à fait. Peut-être pour être clair, soit M0 égale N0' ou N0 double prime, selon, si on a cette inégalité-là, on prend M0 égale N0', et sinon, on prend l'autre. Donc maintenant, on a... Et peut-être c'est plus facile juste renommer. Je vais toujours... parce que sinon, je vais devoir renommer A0 aussi, et ça devient un peu pénible. Alors, le nouveau N0 est un de ces deux-là, et le nouveau A0 et l'ancien A0 ou A0 intersection N0 plus 1 jusqu'à N0. C'est-à-dire, je vais dire qu'on a passé un sous-ensemble tel que N0 est impair. C'est tout ce que j'ai fait.
Bien, maintenant, je peux supposer que N0 est impair. Maintenant, je vais utiliser cette proposition-là. Il faut choisir les ensembles A, B et C. Et vous allez voir pourquoi on les a choisis. Soit A égale C égale A0 intersection 1, 3, 5 jusqu'à N0. Maintenant que N0 est impair, on sait que N0 appartient à cet ensemble-là. Et soit B égale A0. Et ce qui est important est que si X et Z sont des éléments de 1, 3 jusqu'à N0, et 2 fois Y égale X plus Z mod N0, alors Y égale X plus Z sur 2 dans Z. C'est parce que X plus Z sur 2 est un entier, alors cette solution existe, et si Y égale X plus Z sur 2 dans Z, 2Y égale X plus Z mod N0, mais la solution de cette équation-là, mod N0, est unique parce que N0 est impair. Et donc, on sait que Y doit être X plus Z sur 2. Et alors, la progression qu'on a, mod N0, est une vraie progression arithmétique dans Z. C'est ce que je veux dire. Si on a une progression mod N, 0, ça doit être, si X et Z sont des nombres impairs, ça implique que la progression est une vraie progression dans Z. C'est pour éviter le problème dont j'ai parlé la semaine dernière, où quand on a des entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à N0 moins 1, on ne veut pas trouver une progression comme ça, mod N, qui n'est pas une progression quand on déroule, n'est pas une vraie progression dans l'ensemble N0 là. On a cette astuce pour éviter ce problème-là. Mais maintenant, on a besoin de faire 2 ou 3 choses, parce qu'il est possible que les ensembles A et C soient très petits. Et si les ensembles là sont très petits, on ne pourra pas trouver un caractère tel que cette borne est. Bon, cette borne deviendrait assez faible si alpha et gamma sont trop petits. Mais si c'est le cas, c'est pas alors si A quand C égale C, parce que les deux ensembles sont le même ensemble,
si c'est au plus delta n0 sur 3, alors A0 intersection 0, 2, 4 jusqu'à n-1, n0-1, est au moins 2 delta n0 sur 3, parce que la taille de A0 est delta n0 au moins. Et donc maintenant, on a trouvé une progression dans laquelle la densité de A0 est plus grand que delta. Il est 4 delta sur 3. Donc on a trouvé une progression dans laquelle la densité de A0 est plus grande. Et si on fait ça, on est content. C'est toujours l'objectif de trouver une progression dans laquelle la densité a augmenté un peu. Donc je vais juste... oui. Ah oui, merci. Bien. Maintenant, supposons que les tailles de A et C sont toutes les deux au moins delta n0 sur 3. Si le produit de A, B et C ne contient pas plus de alors bêta va être delta et alpha et gamma vont être delta sur 3. Et alors j'arrive à delta cube sur 18. Progression arithmétique. Alors, il existe R non zéro tel que B chapeau de R est au moins alpha racine carré fois gamma racine carré est au moins delta sur 3. Et alors j'arrive à delta carré sur 6. Donc soit j'ai beaucoup de progression arithmétique, soit j'ai un coefficient de Fourier qui est assez grand. Et dans la deuxième situation,
je peux utiliser l'autre chose qu'on a prouvée la semaine dernière. Alors, il existe une progression P de taille au moins. Il faut définir la fonction f. J'ai oublié de le faire. Je vais juste faire ça maintenant. Peut-être je l'ai défini la semaine dernière, j'ai oublié. Soit f de x égale 1 moins delta si x est un élément de B et moins delta sinon. C'est-à-dire f de x égale b de x moins delta. Et je pense que je l'ai défini la semaine dernière, mais juste pour répéter, alors on a que f de R égale 0 si R égale 0 et B chapeau de R si R n'égale pas 0. Donc, on sait que f chapeau de R est au moins delta carré sur 6. Et maintenant, je vais utiliser la lemme là-bas. Et θ égale delta carré sur 6. Et donc, il existe une progression P de taille au moins delta carré n sur 32 fois 36 pi racine carrée. Et on peut vérifier que c'est au moins delta n racine carrée sur 64. Tel que la somme de f de x est au moins delta carré sur 24 fois la taille de P. Mais si on regarde encore la définition de f, on voit que la somme de f de x égale la taille de A intersection A0 intersection P moins delta fois la taille de P. Et alors,
en utilisant ça, on arrive à la conclusion que la taille de A0 intersection P est au moins delta plus delta carré sur 24 fois la taille de P. Et on est encore content parce qu'on a trouvé une progression dans laquelle la densité de A0 a augmenté un petit peu. Bien sûr, c'est ce cas-là, le cas intéressant. Les autres cas sont des cas plus triviaux. Par exemple, si A était trop petit, on pouvait trouver une progression de taille n0 sur 2 dans laquelle la densité augmente de delta jusqu'à 4 delta sur 3. C'est une augmentation beaucoup plus grande que l'augmentation qu'on a ici. Et la progression est beaucoup plus grande que la progression qu'on a ici. Alors, ce cas-là est le cas problématique, si on pourrait dire, le cas le pire cas pour nous. Et quand même, ça suffit. Maintenant, il y a un petit calcul juste pour voir ce qui est la borne qu'on obtient de cette preuve. La preuve est finie, mais juste, il faut faire en anglais, on dit un back of envelope calculation, un calcul. Bien, c'est quoi le calcul? En tout cas, on a approuvé cet énoncé ici, que si A0 à densité au moins delta, soit A0 contient une progression arithmétique, mais il y a un petit détail ici parce que il faut que cette expression-là, si l'inégalité est une borne inférieure, si on a plus de alpha, bêta, gamma sur 2, il faut que ça implique qu'il y a une progression arithmétique. Donc il faut que, ici on a delta delta au cube sur 18. Il faut que... j'ai dû écrire n0 carré là. Il faut que cela soit plus grand que delta n0 parce que le nombre de progressions triviales est delta n0. Et on ne veut pas les progressions triviales. Donc, et si on a cette inégalité là, c'est-à-dire n0 est plus grand que 18 sur delta carré. Mais si on a cette borne-là sur n0, si n0 est suffisamment grand, soit A0 contient une progression arithmétique, soit il existe une progression P telle que
on a cette petite augmentation de densité et la taille de P est au moins delta n 0 racine carrée sur 64. Et dans le deuxième cas, on peut répéter. C'est-à-dire, ici, on peut recommencer avec un nouveau delta égale delta plus delta carré sur 24. Et soit avec un ensemble A1, soit A1 contient une progression arithmétique, soit on peut augmenter un peu plus encore, etc. Et maintenant, il faut juste dire quelque chose sur le nombre de répétitions possibles. Si on répète 24 sur delta fois la densité devient au moins 2 delta, parce que on a ajouté au moins delta carré sur 24, 24 sur delta fois, et on arrive à 2 delta. Et maintenant, on peut toujours répéter, mais avec 2 delta à la place de delta. Et donc, si on répète 24 sur 2 delta fois, la densité devient au moins 4 delta, etc., etc. Le nombre de répétitions possibles et donc au plus 24 sur delta plus 24 sur 2 delta plus etc. égale 48 sur delta. On ne peut pas continuer. Il faut arrêter quand delta arrive à 1, parce que si la densité est 1, on a forcément beaucoup de progression arithmétique. Mais quand même, ça, ce n'est pas nécessaire d'arrêter. Cette somme-là est au plus 48 sur delta, même si on continue vers l'infini. Et il me convient de... Maintenant, on obtient une progression de taille delta n0 racine carrée sur 64 égale n1, et après on a delta n1 racine carrée sur 64 égale n2, etc., etc. Mais itérer cette fonction-là est un peu pénible, donc je vais juste dire que delta n0 racine carrée sur 64, delta n est au moins n puissance 1 sur 3 si n est plus grand que 64 sur delta
puissance 6. Et donc, c'est ça que, quand je dis si n est suffisamment grand, c'est ça, cette inégalité-là que je vais utiliser. Et finalement, alors, si on commence par supposer que A0 ne contient aucune progression arithmétique de taille 3, on cherche une contradiction. Et donc, pour arriver à une contradiction, il faut que n0 puissance 1 sur 3, et on va itérer ça, le nombre d'itérations est au plus 48 sur delta, et à la fin, il faut que cela soit toujours au moins 64 sur delta puissance 6. Et on va voir que ce qu'il y a à droite ici n'est pas très important. Bien, on va prendre les logarithmes. On a 1 tiers puissance 48 sur delta fois le logarithme de n doit être plus grand que 6 fois le logarithme de 64 plus le logarithme de 1 sur delta. Et si je prends les logarithmes encore une fois, j'arrive à le logarithme du logarithme de n0 doit être au moins 48 sur delta fois le logarithme de 3. J'ai le logarithme de 1 sur 3 et moins le logarithme de 3, plus le logarithme de tout ça. Et maintenant, je vais oublier tout ça parce que cette partie-là est beaucoup plus grande que cette partie-là. Parce que ici, j'ai 48 sur delta. Ici, j'ai aussi un 1 sur delta, mais j'ai pris le logarithme et encore le logarithme. Donc, il suffit que le logarithme du logarithme de n0 soit plus grand que, disons, 100 sur delta. Et alors delta soit plus grand que 100 sur le logarithme du logarithme de n0. Donc, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé que si A0 est un sous-ensemble des entiers entre 1 et n0, de densité au moins 100 sur le logarithme du logarithme de n0, alors A contient une progression arithmétique de taille 3. Je vais parler un tout petit peu de la stratégie de la preuve, parce qu'il y a un thème importante. Thème, c'est féminin. Masculin. Il y a un thème important. De temps en temps, j'ai des moments comme ça. Ça m'énerve, mais j'espère que
situation va s'améliorer. Bien, je vais parler un peu informellement pour un instant. Si A est un sous-ensemble de Zn, et pour chaque R non zéro, A chapeau de R est petit, alors peut-être A égale delta n, alors le nombre la taille de cette expression-là est à peu près delta cube parce que ça n'est pas une conséquence de ce que j'ai écrit ici, mais c'est une conséquence facile de la preuve de ce que j'ai écrit ici. Parce que ici, cette expression-là égale la somme sur R de A chapeau de R carré A chapeau de moins 2R égale la contribution quand R égale 0, qui était delta cube, plus la somme R non 0 à chapeau R carré à chapeau moins 2R. Et on a utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour trouver une borne supérieure de la taille de cette partie-là. Et c'était le maximum fois le norme de A chapeau carré. Et donc, si ce maximum est petit, on a cette approximation-là. Mais cette approximation-là est exactement ce qu'on attend si A est choisi au hasard. Si on choisit un ensemble au hasard, le nombre de triples x, y, z tel que y égale, ou 2y égale x plus z, si n est impair, est exactement n carré. Parce que si on sait, une fois qu'on a choisi x et y, z est déterminé. Et si on a choisi A au hasard, on choisit chaque élément de A avec une probabilité de delta, et les choix sont indépendants. Chaque triple, la probabilité que chaque triple est un triple d'éléments de A est delta cube. Et alors l'espérance va être delta cube fois n carré pour le nombre de progressions arithmétiques modulo n. Donc la condition que chaque coefficient de Fourier non trivial soit petit nous dit que, dans un certain sens, l'ensemble A est
quasi aléatoire. C'est-à-dire le comportement de A est un peu comme le comportement d'un ensemble choisi au hasard. Et l'idée est que si A a le comportement aléatoire, il est facile de trouver les progressions arithmétiques parce que une certaine proportion des progressions arithmétiques vont forcément être dans A, si A est choisi par hasard. Si A n'a pas le comportement aléatoire, il y a un tout petit peu de structure, c'est-à-dire il y a un coefficient de Fourier qui n'est pas petit. Et ça nous donne un peu de biais qu'on a utilisé pour trouver une progression dans laquelle la densité de A était plus grande. Donc il y a souvent dans la combinatoire additive ce contraste-là. Il y a deux possibilités. Soit on a quelque chose qui est quasi aléatoire. Peut-être que c'est mieux d'écrire quasi aléatoire. Si un objet n'est pas quasi aléatoire, donc il y a un petit peu de structure qu'on peut utiliser pour prouver des choses intéressantes. Je vais retourner à ce thème général. Mais d'abord, je veux parler un peu de cette borne qu'on a obtenue. Le borne delta est plus grand que 100 sur le logarithme du logarithme de n0. On peut demander si c'est la meilleure possible. Et ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a un problème, un grand problème ouvert. Parce que donc, la borne dans l'autre direction qu'on sait, que je vais prouver, est qu'il existe un sous-ensemble A de n de taille n sur l'exponentielle de c racine carrée de logarithme de n sans progression arithmétique de taille 3. Mais la différence entre 1 sur log n0 et 1 sur l'exponentielle de c fois racine carrée de n est énorme. Le logarithme est beaucoup moins grand que l'exponentielle de c fois racine carrée de n. Mais il y a toute une histoire d'amélioration de cette borne-là. Peut-être que je vais
vous donner un peu de cette histoire. Semeredi et Heath Brown ont obtenu une borne pour la densité qui suffit pour trouver une progression arithmétique de taille 3 de 1 sur logarithme de n puissance 1 constant, qui était quelque chose comme 1 sur 20. Mais c'était beaucoup, beaucoup mieux. Avant, c'était le logarithme du logarithme, mais maintenant, c'était le logarithme puissance quelque chose. Bourgain, en utilisant une méthode un peu différente, a obtenu 1 sur racine carrée du logarithme de n. J'ai oublié exactement les détails, mais Bourgain et Sanders ont obtenu des bornes. Il y a eu une suite d'améliorations avec C entre une moitié et 1. Et Sanders a obtenu une borne de du logarithme de n puissance 6 sur le logarithme de n. Et ça, c'était un grand résultat parce que 1 sur le logarithme de n, c'est la densité dans 1 jusqu'à n des nombres premiers. Et bien qu'on sache déjà que les nombres premiers contiennent des progressions arithmétiques de taille 3, ce serait très intéressant d'avoir une preuve qui n'utilise que la densité des nombres premiers. Mais ici, malheureusement, il y a cette logarithme de n. Alors, cette densité est un tout petit peu plus grande que la densité des nombres premiers dans 1 jusqu'à n. Mais finalement, c'était très récemment, peut-être qu'il y a un an, j'ai oublié exactement, mais Bloom et Sisask ont obtenu une borne de 1 sur log n 1 plus c pour un constant c qui est petit mais plus grand que 0. Alors cette densité-là est moins que la densité des nombres premiers. Et donc maintenant, on a une preuve qu'on pourrait dire est purement combinatoire du théorème que les nombres premiers contiennent un ensemble infini de progressions arithmétiques. Mais il y a aussi le théorème de Green et al., qui est très bien connu. Les nombres premiers contiennent des progressions arithmétiques de taille k pour tout k. Mais ce théorème-là utilise les propriétés des nombres premiers de
la preuve de Bloom et Sisask pour les progressions de taille 3 n'utilise que le nombre de nombres premiers entre 1 et n. Et il est possible qu'il y ait une preuve. C'était toujours un problème ouvert. Est-ce que une densité comme ça suffit pour obtenir des progressions de taille 4, 5, 6, etc. Je pense que la réponse est oui, mais c'est toujours un problème tout à fait ouvert. Bien, maintenant je vais vous donner la construction de Behrend de 1947, je pense. D'un sous-ensemble de cette taille-là qui ne contient aucune progression arithmétique de taille 3. On va commencer par une observation. Je vais prendre deux entiers M et D. Il existe. Je vais écrire. Pour cette preuve-là, il me convient de changer un tout petit peu la notation. Alors, N. Avant, j'ai dit 1 jusqu'à n. Maintenant, je vais dire 0 jusqu'à n-1 pour cette preuve. Vous verrez, c'est plus facile d'utiliser cette définition-là. Il existe R tel que la taille de l'ensemble de x dans m puissance d tel que x1 carré plus x d carré égale R est au moins m puissance d sur m carré fois d. Et pourquoi ? Le nombre de valeurs possibles de x1 carré plus xd carré chaque valeur est un entier entre est au plus m carré d parce que chaque valeur est un entier entre 0
et d m-1 carré. Alors, d-1 carré est au plus m carré d moins 1. Et donc, on arrive à cette conclusion. Mais, donc, par le principe des tiroirs, on a la borne c'est-à-dire on a m puissance d éléments de m puissance d. Il y a au plus m carré fois d valeurs possibles. Donc il y a une valeur qu'on obtient au moins m puissance d sur m carré fois d. Bien, on va choisir un tel R et soit à 0 l'ensemble de x tel que x1 carré plus xd carré égale R. Et maintenant, on voit que A0 ne contient aucune progression arithmétique de taille 3. Mais parce que A0 est un sous-ensemble de l'ensemble de Y de la sphère j'ai oublié le mot pour radius, de rayon, la racine carrée de R, merci. Et donc, A0 est un sous-ensemble d'une sphère. Et alors, si on a une sphère comme ça, si on a deux points, le point intermédiaire n'est pas dans la sphère. Et alors, par une progression arithmétique dans R puissance D, je veux dire un triple de points comme ça, ou juste 2y égale x plus z. Mais la sphère est convexe et donc il n'y a pas une progression arithmétique dans A0. Et une sphère est convexe, c'est-à-dire l'intérieur de la sphère est convexe. Mais je pense que c'est clair ce que je veux dire ici. Et alors, et la frontière
strictement, peut-être, je devrais dire. Et la frontière, c'est plus précis, la frontière d'un ensemble strictement convexe. Et donc, A0 ne contient pas, on ne contient aucune progression arithmétique. Bien, maintenant, on a un sous-ensemble de m puissance d, mais on voulait un sous-ensemble de n. Ce que je vais faire est le suivant. Choisissez m et d tels que 2m puissance d est au plus n. Je vais faire une copie de A0 dans les entiers entre 0 et n-1. On va définir une fonction phi de m puissance d jusqu'à n par x0 jusqu'à xt-1. Ah, je pense que c'est écrit x1 jusqu'à xt, mais d, je préfère écrire x0 jusqu'à xd-1. Ce n'est pas très important, mais pour être plus consistant, voilà. Va à x0 plus 2m x1 plus 2m carré x2 plus 2m puissance d-1 x d-1. Par mon choix de n, ou de m et de d, c'est au plus n. Et soit A égale phi de A0. Je veux montrer que A ne contient aucune progression arithmétique. Et pourquoi? C'est parce que si, si la somme xi de m puissance i plus la somme, la même somme mais avec z égale 2 fois la somme
yi de m puissance i. Alors ça, c'est l'image de x1 jusqu'à x d-1. Ça, c'est l'image de... Alors j'ai pris 3 éléments de A. Donc si j'ai une progression arithmétique, je veux montrer que cette progression est triviale. Alors, on n'a que xi plus zi 2m puissance i égale la somme 2y i 2m puissance i, mais 0 est au plus xi plus zi est inférieur à 2m et 0 est inférieur ou égal à 2yi est inférieur à 2m. Donc on a deux représentations du même nombre à la base 2m. Mais il y a une seule représentation. Et donc, il faut que xi plus zi égale 2yi pour chaque i. Et alors x0 juste à, ou peut-être x plus z égale 2y dans A0. Mais A0 ne contient aucune progression arithmétique non triviale. Et alors x égale y égale z. Et finalement, pardon, je vais phi de x égale phi de y égale phi de z. C'est-à-dire, si je commence avec une progression arithmétique phi de x plus phi de z égale 2 fois phi de y, je peux conclure que les 3 éléments de A sont égaux. Et alors, A ne contient aucune progression arithmétique non triviale. Mais on a toujours, il y a un écart énorme entre cette borne et la borne même de Bloom et Sisask, entre le logarithme de n et l'exponentielle de la racine carrée du logarithme de n. La différence est énorme. Et donc, il y a toujours un problème très intéressant. Concernant les bornes. Thomas Bloom, je sais qu'il croit que la borne de Berend est plutôt... la vérité est plus proche à la borne de Berend. Mais ce serait difficile de le prouver. Bien, je vais vous montrer un autre exemple.
juste pour expliquer pourquoi la méthode que j'ai utilisée ne marche plus si on veut trouver des progressions arithmétiques de taille 4. C'est parce que ce que j'ai démontré est que si A chapeau de R est toujours petit, quand R n'est pas 0, alors A contient à peu près le nombre de progressions arithmétiques qu'on trouve dans un ensemble aléatoire de la même densité. Ça, c'est l'idée derrière la preuve du théorème de Roth. Je vais montrer que cela n'est pas vrai pour les progressions de taille 4. Peut-être que je devrais de taille 3. Et c'est maintenant que je vais expliquer un tout petit peu pourquoi le nom de ce cours est la combinatoire additive linéaire. Je vais expliquer le mot linéaire. Parce que pour trouver un contre-exemple, quand je remplace le 3 par 4, je vais utiliser une fonction quadratique. Donc, je vais vous donner un exemple d'un ensemble dont tous les coefficients de Fourier sont très très petits, mais le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas ce qu'on voit dans un ensemble aléatoire de la même densité. Donc mon exemple va être l'ensemble de x dans Zn tel que x carré appartient à l'intervalle entre moins m et m mod n. Donc, quand je parle de x carré, je veux dire x carré modulo n. Et l'ensemble est... Et je n'ai pas dit m est quelque chose comme n sur 100. C'est juste... je ne veux pas écrire tout le temps n sur 100. Je ne veux même pas choisir la constante. Donc d'abord, je vais vous montrer que chaque coefficient de Fourier est petit, sauf le coefficient trivial. Et il faut un petit calcul pour cela, mais si R n'égale pas 0, A chapeau de R, par définition, égale l'espérance de A de x fois
oméga puissance moins Rx. Oméga, juste pour vous rappeler, égale exp de pi sur n. Égale 1 moins m de x carré oméga moins Rx. Je vais écrire I pour l'intervalle entre moins m et m. Alors ça, je peux réécrire I de x carré. Maintenant, je vais utiliser le théorème d'inversion de l'analyse de Fourier. C'est la formule d'inversion, c'est la somme sur S de I chapeau de S oméga puissance S x carré moins Rx. Et maintenant, je vais changer l'ordre. C'est la somme sur S de I chapeau de S, l'espérance sur X de oméga puissance S x carré moins Rx. Et maintenant, je vais trouver une borne supérieure pour cette expression-là en utilisant une astuce qui est très bien connue, qui est de prendre le carré de la valeur absolue. Donc, on n'a que cette expression-là, je peux développer, c'est ça multiplié par la conjuguée de cela. Alors c'est l'espérance sur x et y, oméga s x carré moins y carré moins r x moins y. Je vais le réécrire un tout petit peu. X, y, oméga puissance x. Il y a un facteur x moins y. Et ici, j'ai s, x plus y moins r. Et maintenant, je vais... peut-être je vais supposer que n soit un nombre premier, juste pour... parce que c'est... Et si n est un nombre premier, je peux changer les variables. Et c'est u égale x moins y, v égale x plus y. Je veux pouvoir diviser par 2 pour que ce soit une bijection. Donc, après un changement de variable, j'arrive à oméga puissance u SV moins R. Et peut-être je vais le réécrire un petit peu plus. V
l'espérance sur V de l'espérance sur U de cette expression-là. Bien, si on regarde l'espérance intérieure, si SV moins R n'est pas 0, on a une espérance sur toutes les racines d'unité, et alors on a 0. Et il y a je vais écrire comme ça. Mais la probabilité que SV égale R est au plus. Parce que R n'égale pas 0, donc il y a au plus une possibilité pour S, pour V, je veux dire, une possibilité pour V, une solution de cette équation-là. Et donc, c'est au plus 1 sur n. Et on a égalité là si S n'est pas 0. Et alors, en conclusion, on sait maintenant que c'est au plus 1 sur la racine carrée de n. Et par l'identité de Parseval, on peut prouver qu'il y a un coefficient de Fourier qui est au moins n, 1 sur la racine carrée de n. Alors c'est vraiment aussi petit que possible. Les coefficients de Fourier, pardon, l'expression là est vraiment aussi petit que ça peut être. Mais maintenant, alors parce que j'ai prouvé là, on peut dire que A chapeau de R est au plus 1 sur la racine carrée de n, n puissance moins 1 sur 2, multiplié par la somme des valeurs absolues des coefficients de Fourier de cet intervalle I. Et pour finir, je vais prouver que les coefficients de Fourier de I, la somme n'est pas énorme. Alors, I chapeau de S égale l'espérance de X de I de X oméga moins SX égale la somme 1 sur n, la somme x égale moins m
jusqu'à m de oméga moins s de x, parce que I de x égale 1 sur x, si x est entre moins m et m, et 0 sinon. Peut-être je vais mettre des valeurs absolues partout. Et ici, on a une progression géométrique. Donc, on a une formule. C'est 1 sur n oméga sm moins oméga moins s m plus 1 divisé par 1 moins oméga moins s qui est au plus, la taille de ici est au plus 2. Et oméga puissance moins s, moins 1, est au plus c'est un tout petit peu irritant, mais on a des racines comme ça. 1, oméga carré, oméga cube, etc. Cette distance-là est à peu près 2pi sur n. Alors c'est 2pi s sur n, mais ce n'est pas exactement parce que ça c'est la distance dans un cercle, mais je veux la distance ou dans R carré. Donc, mais si j'enlève le 2pi, j'ai quelque chose qui est vrai. Et donc, c'est au plus 2 sur S. Mais aussi, j'ai que I chapeau de 0 est au plus 1. Et tout ça me donne que la somme de I chapeau de S est au plus 1 plus 2 fois le logarithme de n. Parce que, non, il faut 4. Et finalement, je peux dire que A chapeau de R est au plus, disons, 8 logarithme de n sur la racine carrée de n, si R n'est pas 0. Donc, pour mon choix d'ensemble A, j'ai prouvé que tous les coefficients de Fourier, sauf quand R est 0, sont très très petits. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre que le nombre de progressions de taille 4 dans A n'est pas ce qu'on trouverait dans un ensemble aléatoire. Je ne vais pas vous donner une preuve rigoureuse parce que ce n'est pas trop difficile, mais je pense que c'est mieux de juste vous donner l'idée de la preuve, une explication de pourquoi A contient. On va voir que A contient
trop de progressions arithmétiques de taille 4. Et l'idée est qu'on utilise l'identité x carré moins x plus d carré, pardon, 3 fois x plus d carré plus 3 fois x plus 2d carré moins x plus 3d carré égale 0. On peut voir ça en développant toute l'expression et tout disparaît. Mais c'est mieux de voir qu'on a une expression quadratique. Si on a un polynôme quadratique, on prend les différences une fois, deux fois, trois fois, on arrive à 0. Et ça, c'est une formule pour ce qu'on obtient quand on prend les différences successives 3 fois. Donc on a cette identité-là. Et maintenant, alors, si x carré, x plus d carré et x plus 2d carré sont des éléments de moins m, où m égale n sur 100, quelque chose comme ça, on sait que x plus 3d carré est un élément de moins 7m jusqu'à 7m, parce que x carré est dans moins m jusqu'à m, x plus d carré est dans moins 3m jusqu'à 3m, etc. Et c'est ici où je ne vais pas être tout à fait rigoureux, mais cela nous dit que la probabilité que x plus 3d carré, peut-être que je vais écrire θ n, juste pour ne pas... θ est petit, mais pas trop petit. La probabilité d'être dans moins m jusqu'à m est à peu près 1 sur 7. Et on peut montrer que si, en utilisant l'analyse de Fourier, que si x carré est un élément de moins m jusqu'à m et x plus d carré est un élément de moins m jusqu'à m, x plus 2 carré est assez aléatoire, c'est-à-dire le nombre de progressions de taille 3 dans cet ensemble-là est à peu près θ cube n carré. C'est parce que c'est un ensemble, on a vu que les coefficients de Fourier sont très petits, c'est un ensemble quasi aléatoire si on parle que des progressions arithmétiques de taille 3. Et donc on a le nombre de progressions arithmétiques de taille 3 qu'on aurait si A a été choisi au hasard. Et donc, la probabilité que x plus 3d carré soit un élément de moins 7m jusqu'à 7m est quelque chose comme 1 sur 7, je ne sais pas exactement, mais c'est une constante.
Et alors, le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 dans l'ensemble A va être quelque chose comme θ cube n carré sur 7. Pour le dire d'une façon un peu différente, si on sait déjà que x carré, x plus d carré et x plus 2 carré, 2d carré sont des éléments de moins m, c'est très probable que, mais assez probable que x plus 3d carré soit un élément de moins m aussi. Et donc le nombre de progressions de taille 4 dans l'ensemble de x tel que x carré est un élément de moins m jusqu'à m et quelque chose comme ça, au moins. Mais le nombre qu'on imaginerait, j'aurais dû dire 2θ au cube parce que la taille de moins m jusqu'à m est 2θ, pas θ. Mais si A était un ensemble aléatoire de taille 2θn, ou de densité 2θ, on aurait 2θ puissance 4 n carré. Alors, si θ est beaucoup moins que, ou 2θ est beaucoup moins que 7, on a beaucoup plus de progression arithmétique de taille 4 que dans un ensemble aléatoire. Et alors, cela nous dit que les coefficients de Fourier ne suffit, la considération des coefficients de Fourier ne suffit pas pour analyser le nombre de progressions arithmétiques de taille 4. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? On peut utiliser quelque chose qui s'appelle, dont je vais parler, mais pas cette année, mais dans une des années qui viennent. Je vais parler de l'analyse de Fourier d'ordre supérieur, et en particulier d'ordre quadratique. C'est pas très facile de dire exactement ce que je veux dire par ça, parce que le sujet est assez compliqué. Mais en gros, on va utiliser pas que les fonctions comme oméga puissance rx, mais aussi les fonctions comme oméga puissance rx carré, et encore les fonctions plus compliquées. Q ici est une fonction quadratique généralisée. Il y a tout cela que je vais expliquer dans un cours sur ce sujet-là. Mais cette année, c'est que la combinatoire additive linéaire. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais parler un tout petit peu dans le temps qui reste, et peut-être un peu au début la semaine prochaine, je veux dire, des généralisations du théorème de Roth. Commençons par le théorème des coins. C'est quoi ça? Un coin dans Z carré est un ensemble
x, y, x, ou x plus d, y, x, y plus d, tel que d n'est pas 0. Alors c'est quelque chose comme ça. Voilà. Un triangle rectangulaire isocèle. Aligné avec les axes. Et le théorème est dû à Aitai. Et Semeredi. Je ne vais pas prouver ce théorème cette année, mais je vais sûrement le prouver dans des années à venir. Pour chaque delta, il existe un n tel que si A est un sous-ensemble de n carré de taille, de densité au moins delta, c'est-à-dire de taille au moins delta fois n carré, alors A contient un coin. J'ai dit que c'était une généralisation du théorème de Roth. Pourquoi? C'est parce que pour moi, la preuve est comme ça. Je me pose là et je vois que les 3 points d'un coin, si je les projette comme ça, me donnent une progression arithmétique de taille 3. C'est la preuve, mais je vais l'écrire d'une façon plus formelle maintenant. Donc, je vais supposer que le théorème des coins est vrai, soit A sur un sous-ensemble de n de densité au moins delta. Peut-être que je vais l'appeler A0 et soit A, un sous-ensemble de 2n carré, et A va être l'ensemble de x, y dans 2n carré tel que y moins x est un élément de A0. Donc je prends une ligne pour chaque élément de A. Par le théorème des coins, A contient un coin si n est suffisamment grand. Je n'ai pas dit parce que
la taille de A est au moins delta n carré, parce que pour chaque x dans 1 sur n, je peux trouver et pour chaque élément de A0, y, x plus cet élément de A0 est un élément de 1 jusqu'à 2n, donc j'ai au moins n fois delta n éléments de A égale delta sur 4 2n carré. Donc, si n est suffisamment grand, en utilisant le théorème de Coin, en remplaçant delta par delta sur 4, j'obtiens un coin. Mais donc, il existe x, y et d tels que les trois points du coin nous donnent des éléments de A0. C'est-à-dire y moins x plus d y moins x et y plus d moins x sont tous les trois les éléments de A0. Mais là, on a une progression arithmétique de taille 3. Bien, j'ai voulu faire un tout petit peu plus. Alors, au début de la semaine prochaine, je vais vous donner encore une généralisation du théorème des coins. Et après, je vais esquisser la preuve de la généralisation du théorème des coins. Juste pour vous montrer qu'il y a une preuve assez différente du théorème de Roth. Une preuve qui n'utilise pas l'analyse de Fourier. Il y a plusieurs preuves, mais cette preuve est une preuve assez importante. Et après, je vais commencer à parler de la théorie des sommes des ensembles. La somme de deux ensembles, de Z par exemple, A plus B, égale l'ensemble de X plus Y, tel que X est un élément de A, Y est un élément de B. Il y a beaucoup de questions intéressantes sur les sommes des ensembles. Et c'est une grande partie du sujet de la combinatoire additive. Et on utilise de temps en temps, des méthodes élémentaires, mais aussi on utilise l'analyse de Fourier pour prouver des résultats vraiment pas triviaux concernant les sommes. Bon. Alors ça va être le sujet du cours la semaine prochaine et la semaine d'après. Pas la semaine d'après, parce que la semaine d'après, c'est un jour férié, mais la semaine après, novembre 8, le 8 novembre. Bien, merci, et c'est tout pour aujourd'hui.